Bien, je profite de l'occasion de vous remercier, surtout que vous avez répondu très rapidement à moins de 2 jours à notre nombre. C'est toujours un plaisir de partager avec vous des réflexions de haut niveau et à chaud. Bien, les menaces sécuritaires et crimes du Polisario débordent actuellement le Sahara pour s'étendre dans l'espace euro-méditerranéen. Cette conférence a pour objet d'aborder cette question d'une manière géopolitique, d'une manière juridique, mais aussi d'une manière spécifique sur les crimes et la nature criminelle qui en suivent. Nous avons réuni des intervenants de haut niveau et de renommée internationale dans leur domaine. Nous comptons effectivement Dr Mohamed Gahen, président de l'Institut africain pour la consolidation de la paix et la transformation des conflits, qui n'est pas à présenter, et d'ailleurs qui est d'origine du Sahara marocain. Nous avons aussi Maître Iber Seyan, président de la Fondation France-Maroc, Paix et Développement, et avocat au barreau de Paris. Nous avons aussi Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et secrétaire national des centristes. Votre serviteur qui va assurer la modération, c'est Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela. Donc, sans tarder, nous donnons la parole au docteur Mohamed Ahmed Gahen, président de l'Institut africain pour la consolidation de la paix et la transformation des conflits. Docteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, tout particulièrement Dr Paul Kananoura, le président de l'Institut Mandela de Paris. Merci également à Monsieur Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Perspective et Sécurité en Europe, pour cette brillante initiative et pour le choix du sujet. Je vous remercie de m'avoir invité à ce webinaire sur le thème de la menace militaire que représente le Polisario pour la bande sahélo-saharienne et le bassin euro-méditerranéen en mettant en cause la responsabilité de l'Algérie. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que ce sujet est abordé, mais je veux souligner le fait que ce webinaire intervient à point nommé, car la question du Sahara marocain connaît une dynamique historique qui se traduit par un consensus international de plus en plus large autour de la marocanité du Sahara, avec un référentiel onusien qui converge avec l'initiative marocaine d'autonomie, bien sûr comme seule base pour une solution politique aux différends régionaux. Sur le terrain, la marocanité du Sahara est aujourd'hui un fait indiscutable, comme le montre la suite des événements. Je cite ici la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Aussi, la décision de plus de 20 pays d'ouvrir des consulats généraux dans les villes marocaines de Laayoune et de Dakhla, reconnaissant ainsi la marocanité du Sahara et sa place comme hub économique et pôle de stabilité de la région sahélo-saharienne. Sans ignorer bien sûr les retraits de reconnaissance de la pseudo-RAST, avec maintenant 164 pays qui ne reconnaissent pas cette entité fictive, soit à peu près de 85%
des États membres de l'ONU. Je dois aussi citer l'inclusion de la région du Sahara au même titre que les autres régions du Maroc dans les accords conclus entre le Maroc et ses partenaires économiques, notamment les États-Unis d'Amérique, la Russie, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, partant de tous ces avancements très, très positifs, je peux dire que, loin des chimères de l'Algérie, la réalité du Sahara sur le terrain se manifeste dans son émergence comme un pôle de prospérité grâce au nouveau modèle de développement des provinces du Sud qui permet à la population locale, y compris la société civile, les organes élus, et les acteurs privés, de réaliser leur droit à l'autodétermination au quotidien en offrant des opportunités économiques inégalées dans toute la région, dans un cadre solide de démocratie locale et de bonne gouvernance. Pour toutes ces raisons, et en tant que Sahraoui, je ne peux que me réjouir et bien sûr saluer cette dynamique historique qui vient conforter l'appartenance depuis des temps immémoriaux de ma région natale au Maroc. Ce contexte se prête à une mise au point factuelle sur les responsabilités réelles du différent régional sur le Sahara. Car, comme vous le savez, l'Algérie et le Polisario s'agitent pour éclipser la dynamique positive que connaît la question du Sahara marocain. La première mise au point prise est celle, bien sûr, des parties véritables aux différents régionales. L'Algérie est la partie principale aux différents régionales. Je peux vous donner quelques constats objectifs, suffisants bien sûr pour s'en convaincre. On a en premier lieu, on trouve que c'est l'Algérie qui a créé le Polisario en 1973, soit à l'approche de la décolonisation du Sahara marocain en 1975, pour contrarier le parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. Il vient aussi de noter le fait que l'Algérie arme et finance le Polisario et aussi mobilise tout son appareil diplomatique au service des thèses séparatistes. Comme vous le savez, l'Algérie a déployé son armée aux côtés des séparatistes, comme l'a montré la fameuse bataille d'Amgala en 1976, au cours de laquelle plusieurs dizaines d'officiers algériens ont été capturés par les forces armées royales. Sur le plan politique, l'Algérie n'a lésiné sur aucun moyen de le cadre de sa diplomatie du chiquier pour faire admettre le pseudo-race à l'Organisation de l'Unité africaine en violation flagrante du droit international. Et contraire aux allégations de neutralité de l'Algérie, on trouve que l'ensemble des institutions algériennes sont mobilisées contre l'intégrité territoriale du Maroc, du chef de l'État jusqu'aux imams, en passant par les médias, les universités et les associations. L'appui au Polisario est élevé au rang de cause nationale en Algérie, malheureusement. La responsabilité de l'Algérie est établie sur le plan de l'ONU, puisque le Conseil de sécurité a déterminé que le format des tables rondes réunissant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario est le seul cadre de discussion en vue de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie, bien sûr. Quand on jette un coup d'œil sur les résolutions du Conseil de sécurité, on trouve que ces résolutions, avec leur wording réaliste, appellent les choses par leur nom.
ce qui est le résultat naturel du constat de la responsabilité indéniable de l'Algérie dans la genèse, l'évolution et la persistance du différend régional sur le Sahara par les envoyés personnels successifs du secrétaire général de l'ONU. Tous ces envoyés personnels ont pu constater que l'Algérie commente toutes les propositions concernant le différend sur le Sahara et a même proposé la partition de la région en 2002. Et c'est une proposition dûment consignée dans le rapport du secrétaire général en cette année. Cette proposition, si besoin en était, confirme que l'application de l'Algérie dans le différend régional sur le Sahara n'est absolument pas la défense de l'autodétermination, comme il le prétend, mais véritablement ses intérêts géostratégiques et sa quête d'hégémonie régionale. Le Polisario, dont l'échiquier régional est un groupe mercenaire au service des intérêts géostratégiques de l'Algérie. Et tout le monde le sait. Il ne peut s'agir d'une partie. Le Polisario se représente il ne représente que lui-même. Il représente aussi les velléités de l'Algérie de s'arroger une hégémonie régionale. On peut citer par exemple le comité des 24 de l'ONU qui ne lui reconnaît aucune représentativité et invite les élus locaux du Sahara marocain à participer à ces travaux en tant que représentants de la population de la région, comme ce fut le cas lors du séminaire régional tenu à Grenade en mars 2019 et la session de fond tenue à New York en juin 2019. Un autre exemple du fait que l'ONU ne reconnaît au Polisario que la qualité de pétitionnaire, aux côtés des dizaines d'autres pétitionnaires auditionnés par la 4e commission chaque année. Partant de ce fait, le Polisario, en réalité, ne subsiste qu'à la faveur de la délégation illégale d'autorité par l'Algérie sur les camps de Tindouf, en flagrante violation du droit international humanitaire, et plus particulièrement la Convention de Genève et le statut des réfugiés. Cela fait l'objet d'une attention particulière par les mécanismes onusiens et plus précisément le Comité des droits de l'homme qui a épinglé cette situation comme préoccupante dans ses observations rendues concernant l'Algérie en 2018. Cette dévolution illégale d'autorité par l'Algérie sert de dissimulation au crime du Polisario. Et ceci nous amène à aborder la nature criminelle de ce groupe armé. Le Polisario est bien le reflet de la criminalisation de la politique algérienne dans la région. Par exemple, son dirigeant, le dénommé Brahim Ghali, est poursuivi par la justice espagnole pour crimes contre l'humanité, notamment son implication dans le meurtre de près de 160 personnes entre 1980 et 1990. L'ancien cadre du Polisario, Ahmed Khalil, a été enlevé par les services secrets algériens pour sa dénonciation des atrocités commises dans les camps de Tindouf. Et comme l'a très bien documenté le rapport de l'Office européen de lutte contre la fraude en 2009, l'Algérie permet au Polisario et à ses propres fonctionnaires de détourner les aides humanitaires destinées aux populations des camps, en refusant le recensement des populations du camp de Tindouf en défiance des appels du Conseil de sécurité. Je crois qu'il y a actuellement une logique de chantage envers l'ONU par l'Algérie. L'Algérie a encouragé le Polisario à bloquer le poste frontière de Guerguerat entre
le 21 octobre et le 13 novembre 2020 par le biais du déploiement d'éléments lourdement armés dans la zone tampon sous la responsabilité de la MINURSO. Alors que cet acte de blocage a eu des conséquences délétères sur les producteurs et les consommateurs de toute la région d'Afrique de l'Ouest. Les faits et les actions prouvent qu'on est devant deux visions qui s'opposent dans ce différend régional autour du Sahara marocain. La première est celle du Maroc, sous les autres orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a fait du Sahara marocain un pôle de stabilité, un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, un moteur de croissance régionale à travers le nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le Roi en 2015, et doté d'un budget de 8 milliards de dollars. Cette vision est celle du développement, de la démocratie et de la prospérité. La deuxième vision, malheureusement, est celle de l'Algérie. C'est une vision qui repose sur la déstabilisation et la criminalisation, comme l'a montré le blocage de Guergarat avant la sécurisation définitive de ce point de passage le 13 novembre 2020. La dirty politics de l'Algérie se traduit également par le hold-up des débats de l'Union africaine en violation de ses propres décisions, notamment la décision 693 et les principes de la Charte de l'ONU. En guise de conclusion, je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale, notamment la France, doit se rallier autour de la vision que propose le Maroc pour l'avenir de la région et prendre des mesures concrètes en vue de parvenir à une solution définitive aux différents régionaux sur le Sahara marocain. Dans ce sens, la communauté internationale devrait entreprendre des démarches pour premièrement adopter de sanctions par le Conseil de sécurité de l'ONU contre le Polisario en tant qu'organisation terroriste porteuse de menaces graves pour le Sahel et la région euroméditerranéenne. Il doit aussi exiger de l'Algérie qu'il joue un rôle dans le processus des tables rondes à la hauteur de sa responsabilité historique dans la genèse, l'évolution et la persistance du différend régional sur le Sahara. Tenant en considération les enjeux sécuritaires que ce différend régional implique, la communauté internationale doit affirmer de façon concrète la marocanité du Sahara, notamment à travers l'ouverture de consulats généraux dans les villes de la région. Il doit adopter une position ferme en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie comme seule base pour une solution politique aux différends régionaux sur le Sahara. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante intervention. Vous avez salué la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume et du Maroc sur le Sahara marocain. Et vous avez aussi émis l'idée forte que l'Union africaine et l'Union européenne devraient suivre cet exemple de l'égalité, mais aussi de légitimité sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule solution unique sur la table, dans le strict respect effectivement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. En tout cas, merci beaucoup pour cette contribution très importante. État originaire de la région qui est concerné, État le premier concerné. Donc, nous passons directement la parole à Maître Iber Seyan, président de la Fondation France-Maroc, Paix et Développement et avocat au barreau de Paris. Maître, à vous la parole. Est-ce que j'ai le son? Vous l'avez. Mon cher président et vous tous, chers amis, vous m'entendez? Ah.
Oui, on vous attend très bien. Oui, mais bien. D'autres personnes, là où il y a les enfants, vous coupez le micro, sinon on peut pas vous déconnecter. Tous les micros, à part l'intervenant, doivent être coupés, mais si sous Bon, oui, bien. déconnectés. Merci. Merci, Bonne journée. merci, monsieur. Et je salue, bien entendu, toutes les personnes qui sont autour de cette table, et notamment monsieur Gaine, puisque j'ai l'honneur de participer à une plateforme internationale. Je remercie le Maroc de l'honneur qu'il me fait. Une plateforme internationale dont l'intention est en effet de permettre à la communauté internationale de prendre la mesure de la question du Sahara marocain, dans le sens de sa marocanité, bien entendu. Je salue également M. Dupuis, avec qui j'ai eu l'honneur de débattre il y a quelque temps dans la région parisienne, il s'en souviendra sûrement. Nous avions échangé des points de vue très convergents. Sur ce sujet du Sahara, tout est dit et tout a été dit et tout sera dit parce que, évidemment, les faits sont les faits et ils ne sauraient être contestés. J'ai écrit plusieurs fois dans mes livres que ce Sahara était marocain, ne pouvait pas être autre chose, pour des raisons qui sont à la fois culturelles, juridiques, économiques, sociales. Et aujourd'hui, je dirais, si ces raisons manquaient, elles sont d'ordre géopolitique, géostratégique. Un grand merci, Vinci. Ça fait, c'est bon. Ah, est-ce que je peux toujours, Président? Oui, mais vous coupez le micro, sinon on va... Ah, mais moi, c'est pas chez moi. Non, c'est pas pour vous, c'est les autres. Ah oui, c'est pas chez moi. Excusez-moi. Bon, donc voilà, et s'il le fallait, aujourd'hui, il y aurait d'autres raisons géostratégiques qui imposeraient de manière déterminante la marocanité de ce territoire. Alors, j'en veux pour preuve une information qui m'est apportée depuis quelques jours, qui n'a certainement pas échappé aux diplomates. Il s'agit de l'achat massif d'armes à la Chine par l'Algérie, alors d'armes, c'est-à-dire d'avions et de missiles, d'achat massif d'armes, avions et missiles par l'Algérie et un certain pays très riche aussi de l'Afrique. J'ajouterais que le sud de l'Algérie est traversé par un certain nombre de situations compliquées, nous le savons. Il y a là des ressorts à la déstabilisation qui sont mafieux pour l'essentiel et qui sont également pseudo-politiques avec Daesh ou pseudo-religieux avec Daesh. Mais le tout est réuni dans une certaine mafieuserie qui passe par la drogue. Et je soulignerai de manière simple qu'à un moment où le prix du pétrole ne va pas à la hausse pour les années à venir, au contraire, c'est une économie qui tend à s'affaiblir. Il y a une économie qui tend à se développer, c'est l'économie de la drogue. Or, ces contrats viennent d'être passés, n'est-ce pas? Je dirais, est-ce que l'Algérie est seule derrière? De toute façon, c'est elle qui a signé les contrats. Et il y a un autre pays que je ne citerai pas parce que bien, sa position vis-à-vis du Maroc est ambiguë. Je ne cherche pas à aggraver la situation. Je cherche au contraire à ce que les solutions puissent être trouvées. Alors, qui est commanditaire derrière tout ça? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a que l'affaire du Sahara ne peut pas se résumer à la petite tentative du 13 novembre de Guerguerat. Il a suffi que le Maroc tousse un peu pour que tout s'arrête. Donc, ce n'est pas cela. On est sur des sujets beaucoup plus graves. Et ce que je voudrais ajouter, je pense que les États-Unis ont parfaitement conscience de la gravité du système qui est en train d'être mis en place au Sahel, parce que s'il apparaît qu'ils ont en effet reconnu l'entière souveraineté
du royaume sur le Sahara, il y a certainement d'autres raisons que humanitaires ou même historiques. Il y a des raisons géostratégiques, géopolitiques évidentes. J'en ai parlé autour de moi, un certain nombre de personnes qui touchent les milieux de l'armement. Eh bien, je peux vous assurer que ce sont des raisons essentielles pour la décision des États-Unis. Alors, je sais très bien que je peux dire cela parce que je ne suis pas diplomate. Il est évident que la diplomatie vient sur ces sujets avec des chaussons plus… et moi, j'arrive avec mes grosses bottes. Mais je pense que ça la mérite d'être dit. Alors, ces contrats pourraient en effet être la source de situations conflictuelles. Nous avons aujourd'hui un conflit juridique. Je vais en parler dans quelques instants. Mais ce conflit n'est encore pas un conflit armé, Gergerad, certes, mais il pourrait le devenir. Et à ce moment-là, compte tenu de ce que je viens de dire, nous pourrions penser qu'il y aurait une déstabilisation, non pas mondiale, mais certainement une déstabilisation régionale forte, dans laquelle, donc je dis régionale, je place l'Europe et la France au premier rang, puisqu'en même temps, vous savez le place qu'occupe la France au Sahel, n'est-ce pas, et le rôle que nous jouons. Voilà. C'est ce qui explique aussi que la semaine dernière, j'ai lancé un appel au président de la République, qui a été présenté dans une autre visioconférence, un appel solennel pour que la France, enfin, sorte de ces pas de danse de tango, un pas en avant, un pas en arrière, afin que la France s'engage délibérément avec l'installation d'un consulat général au Sahara, n'est-ce pas? Cet appel a été formé sous la forme d'une pétition. Il y a un certain nombre de retours importants, et notamment des personnalités relativement importantes. Simplement, je me suis engagé à ne faire état de tout cela que dans quelques temps, quand on aura les retours. Le président a reçu ce message. Nous pensons qu'il est temps que la France, enfin, sorte de ce pas de valse en deux temps et s'engage délibérément aux côtés des États-Unis et des quelques 20 pays, notamment d'Afrique, qui ont installé une diplomatie au Sahara. Voilà. Alors, tout ceci, mes chers amis, je le dis parce que je pense qu'il faut en finir. Voilà la vraie question. Cette question est une question du passé. Je l'ai dit 10 fois, je l'ai dit 20 fois, je l'ai dit 30 fois, chaque fois que je vais, on dit que c'est la question du passé, ce n'est rien d'autre. C'est l'affaire d'un temps où il y avait l'Est et l'Ouest, la guerre froide, l'URSS et l'Occident, le Maroc avait pris position, l'Algérie avait pris position, voilà, et puis il y a les… Bon. Alors, cette affaire du passé, elle n'a plus de sens. Et j'en veux pour preuve simplement ceci. J'ai fait l'analyse d'un procès qui a lieu actuellement devant la Cour de justice de Luxembourg, c'est-à-dire de l'Union européenne. Je l'ai fait parce que des journalistes me l'ont demandé et j'ai constaté ceci de manière c'est très ferme, que l'Union européenne, c'est-à-dire le Conseil des ministres et la Commission et la France ont soutenu, si vous voulez, une demande ont soutenu la contradiction vis-à-vis du Polisario. C'est le Polisario qui a engagé le feu devant le tribunal. Qu'est-ce qui a été soutenu? L'irrecevabilité totale de la demande du Polisario. Pourquoi? Parce que le Polisario n'a aucune existence juridique. En effet, le Polisario n'a aucune existence juridique, mais aussi parce que il est apparu dans l'organisation de la défense du Conseil des ministres et de la France également. Il est apparu que la question du Sahara était une question qui devait être désormais définitivement réglée parce qu'il apparaît que le Sahara est marocain et devait être définitivement réglé devant les Nations Unies. Je crois que nous sommes aujourd'hui
dans la dernière phase. J'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'il apparaît que dans les mois, sinon dans les années, mais ça, la diplomatie est longue, mais la question est réglée. La question ne se pose plus, il n'y a plus d'enjeu. Voilà. Quand je pense au dossier de Luxembourg, c'est dit clairement. Il suffirait que l'on publie les actes des mémoires remis par le Conseil des ministres et puis par la France pour que ce soit clair. Le Polisario est une entité de pur fait. De pur fait. C'est ça le vrai sujet. Voilà. Alors, j'ai vu également apparaître dans cette position du Conseil des ministres, de la Commission et de la France, l'idée qu'il y a deux droits. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup amusé parce que j'ai soutenu cela en effet pendant des années et notamment dans mon dernier livre sur le Sahara marocain. Il y a deux droits. Il y a le droit lié à la tradition, il y a le droit lié à l'allégeance. Les Marocains savent bien ce que ça veut dire. Ce que les instances européennes appellent le droit coutumier. Et puis, il y a le droit que moi j'appelle de manière raccourcie le droit onusien, c'est-à-dire le droit qui est né dans les années 60, dans la période de décolonisation. On avait mis en place tout un système de règles qui devait, si vous voulez, combattre toutes les velléités ou toutes les survivances de la colonisation. C'était ça, le droit onusien. Voilà. Or, le Polisario devant l'ONU ne soutient toutes ces positions par ce droit onusien, évidemment, qu'il n'aborde pas le sujet du droit coutumier, qui lui est défavorable. Donc voilà où nous en sommes. La reconnaissance du droit coutumier par les instances européennes et par la France. C'est pourquoi, après avoir fait ce travail d'analyse du jugement, du dossier, le jugement sera rendu au mois de septembre, pas avant. Mais quand j'ai vu l'analyse, l'analyse des points de vue des partis, je me suis dit, c'est le moment de faire cet appel au président, chose que je renouvelle aujourd'hui dans le cadre de cette visioconférence. L'appel au président de la République française pour que, nous ayons le bonheur, et en tant que président de la Fondation France-Maroc, je me réjouirais en effet de pouvoir constater que nous avons un consulat général à Laayoune ou à Dakhla, d'autant que lors du prochain voyage que je compte faire avec les membres de la Fondation, nous aurons un certain nombre de propositions à faire, compte tenu du fait que je crois, et ça c'est fondamental, qu'il faut qu'il y ait un retour, qu'il faut qu'il y ait une contre-offensive de la part du Maroc. Il ne s'agit plus simplement maintenant de dire nous sommes Marocains jusqu'à la Mauritanie. Ça, c'est un fait. Il s'agit maintenant de faire la contre-offensive. Cette contre-offensive, je ne la vois pas militaire, bien entendu. Je ne la vois qu'économique et industrielle. Et c'est le fondement même. Ce sont les statuts de la fondation que j'anime. Il s'agit d'une fondation qui s'appelle Paix et Développement. La paix par le développement, avec l'industrie et l'économie. Voilà. Donc, je pense que dans notre prochain voyage, j'aurai auprès de moi une personnalité importante des milieux industriels français, notamment touchant à l'aéronautique et à l'armement. Parce que pensons ceci, ce territoire est exceptionnel pour l'aéronautique. Ce n'est pas pour rien que Syntex et qu'il y avait toute l'aventure aéronautique des années 30. Ce territoire est exceptionnel. Nous avons des potentialités fantastiques. Enfin, parce que je vois que le temps passe, encore que nous avons un certain nombre de temps, mais il y aura des questions ensuite, je voudrais indiquer qu'un certain nombre de choses se sont faites. Un certain nombre de choses se sont faites. Par exemple, l'an passé, j'ai fait venir à Bordeaux, c'est mon camp de base, Bordeaux. J'ai fait venir à Bordeaux une délégation d'une dizaine de personnes de Smara. Smara au Sahara, n'est-ce pas? Smara, c'est un territoire historique pour les Marocains du Sud. Voilà. Et parmi les personnes qu'il y avait, le maire, le président des chameaux, enfin une dizaine de personnes.
Et nous avons fait quoi? Nous avons organisé, nous avons lancé le jumelage de la ville de Smara avec la ville de Bazas. Pourquoi Bazas? Parce qu'à Bazas, il y a des bœufs. Alors à Smara, il y a des chameaux. Ça paraît surprenant, mais ça a été formidable. Ça a été formidable. Nous avons ainsi pu concrètement montrer qu'on pouvait tirer des liens entre ces deux vieux pays que sont la France et le Maroc. C'est une démarche qui a un caractère diplomatique. Car en effet, le maire de Bazas m'a dit, mais il faut maintenant que j'ai l'autorisation du préfet. Il l'a eu. Donc on a une procédure qui est en cours. Voilà. Alors, ce que l'on peut ajouter, c'est que avec la délégation de Smara, il y avait une délégation, il y avait quelques personnes de l'Ayoun. Et quand ils sont venus à Bazas, ils ont vu qu'il y avait un terrain de rugby. Et vous voyez que je suis très concret là dans les échanges. Et ils ont dit, mais nous avons une équipe de rugby à l'Ayoun. Il y a une équipe de rugby, je l'ai découvert. Bien. Alors, nous avons envisagé que lors du prochain voyage, eh bien, l'équipe de rugby de Bazas viendrait jouer contre l'équipe de rugby de l'Ayoun. C'est comme ça qu'on fera, je pense, l'avenir. Et pour terminer, bien sûr, je me dois de rappeler, parce que je suis son avocat, je suis l'avocat de la famille, je me dois de rappeler l'attente de la famille de Ahmed El-Rahil, l'attente de la famille de Ahmed El-Rahil, qui ne sait toujours pas, 12 ans après, c'était en janvier 2009 que sortant de son appartement à Alger pour aller faire un cours, parce qu'il enseignait à l'université, tout en étant à Tindouf le numéro 2 du Polisario, il a été arrêté par la sûreté algérienne. Un de ses fils l'a revu un mois plus tard dans une prison bien connue de l'Est d'Alger, qui dépend de la sûreté. Depuis, il n'a jamais été revu. Ce qui veut dire qu'il y a 12 années que ce monsieur a disparu sans qu'on ait aucune information. J'ai contacté le procureur général d'Alger 2 fois. J'ai fait passer un message au procureur général d'Alger par l'intermédiaire de l'ambassade algérienne à Paris, sans succès. J'ai contacté la Croix-Rouge à plusieurs reprises. Je n'ai pas eu plus de succès, l'argument étant que la Croix-Rouge ne peut se permettre d'engager des recherches sans avoir l'assentiment de la puissance souveraine. Voilà où j'en suis. Donc, je fais cet appel solennel pour que, enfin, nous puissions savoir si Ahmed Rahil est mort ou est vivant. Il apparaît que au printemps dernier, une réunion aurait eu lieu. Ce sont les frères d'Ahmed El-Rahil qui vivent à l'Ayoun et à Asmara. Les frères d'Ahmed El-Rahil m'ont dit une réunion a eu lieu à Tindouf avec des hauts dirigeants algériens, notamment des militaires, sur le sujet, mais rien n'est sorti. C'est-à-dire que je n'ai pas plus d'informations, je n'ai que ce qu'ils m'ont dit. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention et je vais participer en écoutant avec beaucoup d'attention encore ce qui va être dit. Merci. Bien, merci, merci Maître Hibert Séan, avocat au barreau de Paris, pour votre brillante intervention. Vous avez souligné la marocanité juridique du Sahara marocain, bien sûr, mais aussi vous avez interpellé la France et l'Union européenne pour soutenir la paix et le développement sur toute l'intégrité territoriale, sur toute l'intégrité territoriale
du Royaume du Maroc. Est-ce que je pense que c'est très intéressant et aussi très puissant en termes de voir la question sur le plan juridique, mais aussi sur le plan des bavures et des crimes commis par Polisario. Bien, nous allons vers notre ami Dupuis. Oui, je suis connecté. OK, bon, parfait. À vous la parole. Juste, combien de temps je dispose? Le temps que vous voulez. Merci. Merci Paul et merci à tous d'être présents. Je suis désolé, je suis en retard comme vous avez pu constater, mais c'était pour la bonne cause. J'ai discuté avec l'ancien haut représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, qui connaît bien la question du Sahara marocain, Hamidou Ould Abdallah, ex-ministre des Affaires étrangères de Mauritanie. Mon propos, évidemment, sera complémentaire à ce qui a été dit précédemment. Je n'ai pas la sagesse juridique de Maître Saillant, je n'ai pas l'expertise marocaine de l'orateur précédent, mais je voudrais livrer mon analyse en élargissant le spectre, en ne parlant pas seulement de la question de la marocanité du Sahara ou de l'africanité du Maroc, mais en prenant une vision un petit peu plus large. Pour situer la zone dans laquelle nous parlons, il s'agit bien évidemment du Sahara. Zone vide, s'il en est, 9 millions de kilomètres carrés pour seulement 7 millions de Sahéliens, ce qui fait une densité bien inférieure à la moyenne de la densité africaine, un habitant par kilomètre carré. Donc c'est un vide dans lequel, évidemment, la question du développement économique est particulièrement prégnante pour justement profiter des opportunités économiques que laisse cette région dans laquelle un certain nombre d'investissements, et je pense, vous l'avez évoqué, doivent être mis en place. Je pense notamment aux projets développés depuis l'initiative pour le développement de la région des provinces du Sud, proposée par le Maroc en 2007. Premier élément de réponse, de propos liminaire que je voulais vous faire. Deuxième élément de réflexion, c'est que la question du Sahara ne concerne pas seulement que les pays limitrophes de la région dont nous parlons, des seuls acteurs, je pense que vous avez évoqué, c'est-à-dire les pays impliqués dans la question, à savoir la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc. C'est une question qui, bien évidemment, résulte sur l'intégration de la question du Sahara ou de la bande sahélo-sahélienne à celle de l'Afrique de l'Ouest et bien évidemment en connexion avec celle de l'Afrique du Nord, tout simplement parce que les groupes armés terroristes qui y progressent et y sont en capacité de mettre à mal la légitimité des États, que ce soit au Mali, dans le septentrion malien, au Niger, au Burkina Faso, moins singulièrement en Mauritanie et au Tchad, sont les mêmes qui, il y a 20 ans, obéraient la sécurité des pays de l'Afrique du Nord et singulièrement avec les attentats de 1999 à Marrakech, de 1994 à Marrakech et bien évidemment les attentats qui ont suivi, ceux de Casablanca en 2003, où je pourrais aussi mentionner ceux de Adjirba, donc contre la synagogue de la Griba en avril 2002. Donc ces groupes armés ont migré, se sont méridionalisés, ils étaient présents, enquistés dans les parties méridionales de l'Afrique du Nord. Ils se trouvent maintenant dans les parties septentrionales de la bande sahélo-sahélienne et je crois qu'à l'avenir, ils se trouveront dans les parties méridionales de ces 10 pays. Le directeur général de la sécurité extérieure, Bernard Emier, il y a quelques semaines, quand il s'est agi de dire pourquoi la France devait maintenir un fort niveau d'investissement militaire, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas seulement que de la sécurité des 5 pays qui composent le G5 Sahel depuis
février 2014, mais que bien évidemment la sécurité du Sénégal, celle de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana et du Togo était de nouveau en péril. Voilà mon deuxième point de vue, c'est une question qui implique une grande part des États de l'Ouest africain, les 15 États de la CEDEAO, les 29 États de la communauté des États sahélo-sahéliens auxquels appartient le Maroc, mais auxquels n'appartient pas l'Algérie. Vous avez bien sûr en tête la CENSAD créée en 1998 à l'initiative du colonel Kadhafi. J'y reviendrai car cela aussi a une incidence sur la question dont nous parlons. Une question qui, bien évidemment, fait la jonction entre la sécurité du bassin méditerranéen et bien évidemment la sécurité, comme je le disais, de l'Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle on peut dire que cette question émerge littéralement aussi dans les pays limitrophes que sont l'Espagne et la France. C'est, je crois d'ailleurs, une des raisons pour laquelle la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc ont raison de lancer des coopérations sécuritaires. Je pense notamment au G4 qui réunit les ministres de l'Intérieur. Je pourrais aussi faire référence au 5+5 Sahel qui réunit les 5 pays de l'arc latin européen, donc nommément le Portugal, l'Italie, la France, l'Espagne et Malte, aux 5 pays du Maghreb, en l'occurrence le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie et la Libye qui en faisait partie, mais qui, évidemment, à partir de 2011, a eu des difficultés à en faire partie. Voilà mon deuxième point d'intervention. Mon troisième point d'intervention, c'est évidemment la connectivité de l'agenda dans le sud marocain avec la connectivité de l'agenda du pays voisin qui est l'Algérie, avec, faut-il le rappeler, une conjoncture qui fait que le gouvernement algérien qui a connu un mouvement de révolte et qui continue, puisque nous sommes rentrés dans l'an 2 du mouvement du Irak lancé en février 2019, un gouvernement algérien renouvelé avec l'élection du président Tebboune en décembre 2019, mais avec un exercice du pouvoir, il faut bien l'avouer, un peu chaotique, puisqu'il a exercé une partie de ce pouvoir hospitalisé dans un hôpital à Cologne, et bien évidemment avec un retour de manivelle, une prise de position beaucoup plus forte ou renforcée des militaires algériens. Vous avez tous en tête que la constitution de 2016 qui a été renouvelée et réformée en novembre 2020, introduit 2 articles qui sont directement en lien avec la question dont nous parlons, l'article 31 et l'article 91. L'article 31 précise que c'est sous l'autorité exclusive du chef d'état-major, qui est également ministre de la Défense, et du président, que peuvent désormais se réaliser des opérations extérieures dans le cadre de la tradition de l'implication, c'est l'article 91 de l'intégration africaine. Pourquoi cela a une incidence? C'est que tout simplement, depuis plusieurs mois, le gouvernement algérien utilise la possibilité, l'option d'intervention extérieure en mettant en avant que la situation dans le sud marocain ressemble un peu à la situation dans le nord Mali. Je précise mon propos en disant que l'insécurité qui règne dans la bande sahélo-sahélienne est en train, c'est le narratif officiel algérien, de gagner la zone du Sahara. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'organisations non gouvernementales, un certain nombre d'entreprises ont les mêmes réticences, hélas, à vouloir s'investir dans cette région avec ce narratif qui est porté par un certain nombre de relais au sein du Congrès américain et du Parlement européen pour dire que ce qui se passe au Sahel est à peu près équivalent à ce qui se passe au Sahara. Retournons la question dans l'autre sens. Oui, ce qui se passe au Sahara est évidemment en interconnexion avec ce qui se passe dans la bande sahélo-sahélienne, car une bonne partie des organisations terroristes que nous combattons, je prendrai seulement l'exemple de l'État islamique dans le Grand Sahara. Je mets de côté évidemment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mais l'État islamique dans le Grand Sahara, mais je pense que vous en avez parlé, j'espère que vous en avez parlé juste avant, a un leadership sahraoui, puisque depuis sa création et son allégeance à Daesh en mai 2015, c'est bien Adnan Abu Walid al-Sahraoui qui est à la tête de ce mouvement. C'est une des raisons pour laquelle la discussion avec les groupes armés terroristes bloque sur le fait qu'une bonne partie de ces terroristes ne sont pas maliens, ne sont pas nigériens, ne sont pas burkinabés, mais sont algériens ou, en l'occurrence, la Sahraoui. Donc cette question est évidemment une
question qu'il faut appréhender, j'allais dire, à bras-le-corps, d'autant plus que l'on voit de plus en plus l'émergence possible d'un ancrage du terrorisme sur les territoires européens. Il y a de cela quelques jours a été arrêté en Espagne un ressortissant sahraoui qui projetait de mener des attaques contre les intérêts espagnols, les intérêts marocains en Espagne. Quelques jours précédemment, juste avant, un autre ressortissant marocain avait appelé de Munich à mener des attentats sur le territoire marocain. On voit bien qu'il y a une résurgence de la théâtralisation des groupes armés terroristes sur le Maroc qui justifie encore plus notre coopération ou l'importance de notre coopération avec le Maroc dans ce sens. C'est la raison pour laquelle il faut se réjouir du fait que la question du terrorisme soit un élément structurant de notre coopération. J'avais écrit plusieurs articles à ce sujet que vous pourrez retrouver très aisément, mais ayons à l'esprit que cette coopération doit se focaliser à travers des outils d'une grande efficacité. Je pense notamment au Bureau central des investigations judiciaires créé en 2015, dont le but est de faire la connexion, et justement cela a un impact sur la question que nous traitons aujourd'hui, entre toutes les formes d'insécurité, dans son acception la plus large, banditisme dans tous ses aspects, lutte contre la circulation des armes légères et de petit calibre, lutte contre évidemment le trafic d'explosifs, stupéfiants, atteinte à la sûreté d'État, falsification de monnaie et de documents, et puis un autre élément, la diffusion par les réseaux, ce qu'on appelle le cyberterrorisme, qui est aussi un élément important. En France, nous avons un peu copié le BCIG en essayant, au niveau de la présidence, de créer une coordination nationale pour le renseignement et la lutte contre le terrorisme, mais cela a pris beaucoup de temps. En juin 2017, peut-être d'ailleurs faut-il prendre un petit peu plus appui sur l'exemple du BCIG, deux parlementaires, Georges Fenech et Sébastien Prétias-Rantrat, dans un rapport qu'ils ont remis il y a de cela 2 ans, si je ne m'abuse, oui, fin 2019, évoque le fait que pour lutter contre le terrorisme de part et d'autre de la Méditerranée, là où il se caractérise, nous devions évidemment avoir une approche plus inclusive, plus intégratrice, au-delà évidemment de l'excellence de la coopération qui existe entre la DGSE française et également la Direction générale de la sécurité intérieure, entre la DGSE au niveau de la DGSE française et de la DGSI française, et bien évidemment de la Direction générale des études et de la documentation ou la Direction générale de la surveillance du territoire marocain. Une fois que j'ai évoqué cela, laissez-moi peut-être évoquer un autre aspect qui me semble absolument structurant pour essayer de comprendre la raison pour laquelle il y a une concomitance dans l'agenda de la lutte contre le terrorisme ou de la stabilisation dans la bande sahélo-sahélienne et dans la partie occidentale du Sahara. Comme je l'évoquais, il n'existe pas d'organisation qui regroupe tous les acteurs. Vous avez 15 pays de la CEDEAO, et pourtant, dans la CEDEAO, n'appartient plus, depuis 2000, la Mauritanie. Le Maroc, je crois, à juste titre, a fait une demande pour intégrer cette organisation, et je crois que sa demande est parfaitement légitime. La CENSAD, comme je le disais, a été créée sous l'égide du colonel Kadhafi à Tripoli en 1998, avec une volonté manifeste d'essayer de perturber l'ordre établi des États. Force est de constater que le soutien à la Légion arabe, puis à la Légion islamique, a été un outil, puissant outil, qui a permis, avec le financement du Polisario notamment, d'essayer de remettre en cause l'ordre établi. C'était vrai jusqu'à la chute du colonel Kadhafi en 2011, mais c'est vrai aussi avec une conséquence de la chute du colonel Kadhafi, et je ne reviens pas sur la porosité des frontières, la perméabilité qui a fait que 12 millions d'armes légères et de petit calibre ont basculé de la Sud-Libye, au nord Mali, au nord Niger, et on en voit encore les conséquences. On dirait que c'était il y a 7 ans, oui, mais depuis, ces groupes se sont endogénisés, ont trouvé des sources de financement alternatifs, le rapt, bien évidemment, cela a rapporté beaucoup d'argent, on dit 50 millions de dollars, donc le marché des otages, la question de la drogue, évidemment l'interconnectivité ou la porosité entre les groupes armés djihadistes, les groupes armés terroristes, comme on les appelle, à vocation salafiste, djihadiste, et ceux qui finalement ne profitent que qui vivaient jusqu'à présent de rapines, mais qui continuent dans une forme beaucoup plus structurante à progresser, sont aussi une réalité. Et puis, il y a évidemment une question sous-jacente, et je me permettrai peut-être en quelques mots de l'effleurer pour engager le débat, qui est la question
de l'incapacité à trouver une issue depuis maintenant une quarantaine d'années de bon voisinage entre les pays du Maghreb. Et je crois que ça, c'est un élément important. J'étais donc, comme je le disais, en train de discuter avec un ancien ambassadeur mauritanien qui me rappelait que finalement, l'opposition entre l'Algérie et le Maroc est aussi une résultante de l'incapacité des États de l'Afrique de l'Ouest à définir quels sont leurs bons voisinages. On sait que la question du Polisario impacte sur la politique étrangère algérienne, mais a impacté pendant très longtemps, moins maintenant, sur la politique étrangère de la Mauritanie. Le fait que la mauvaise gouvernance ou l'incapacité à se penser de manière sub-régionale est aussi un facteur sur lequel je crois, à l'avenir, il faudra se pencher, peut-être en créant une nouvelle organisation qui englobe à la fois les États de l'Afrique du Nord, l'UMA qui a été créé pour ça en 1989, février 1989, à Marrakech, n'a jamais pu voir le jour. Peut-être est-il important, alors que l'Afrique se donne une vision, se donne une perspective de libre-échange avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine effective depuis la ratification du 34e État, en l'occurrence la Zambie, évidemment, est un élément important à avoir à l'esprit. De ce point de vue, la verticalité euro-africaine, le corridor entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, passant évidemment le long des 3400 kilomètres de frontière entre le nord et le sud du Maroc, ouvre bien évidemment une vaste zone économique si nous en prenons si nous en percevons l'importance, qui peut être pour nous, Européens, un élément de puissance, un élément d'indépendance, paradoxalement, avec l'installation ou la réinstallation d'un certain nombre d'entreprises qui sont parties très loin, et je pense notamment à l'Asie du Sud, à l'Asie du Sud-Est et tout simplement la Chine, pour évidemment recréer un espace euro-africain. Jean-Louis Guigou a parfaitement nommé cet espace AME, Afrique, Méditerranée, Europe. La Méditerranée est une passerelle, la Méditerranée appartient au même espace civilisationnel, au même bassin de vie et au même bassin économique. Si on y réfléchit, l'ensemble de la Méditerranée s'inscrit dans ce dispositif, puisqu'il n'y a que 3 ou 4 fuseaux horaires, donc on peut faire du business, rendu évidemment possible par la liberté de circulation des personnes, des capitaux, la coopération économique et bien évidemment la mise en place, la perspective d'une monnaie commune, en l'occurrence l'éco à partir de 2022. Voilà quelques propos positifs, avec néanmoins un caveat ou un élément de vigilance, qui sont évidemment le fait que le gouvernement algérien est actuellement un peu aux abois, la reprise du mouvement du Irak, mais une pression populaire, au même titre que le retour du président Tebboune aux affaires semble affaiblir le pouvoir par vacances, si j'ose dire, qu'avait le général Changrira, le chef d'état-major de Changrira, le chef d'état-major algérien. Il faut avoir à l'esprit, et ce sera mon mot de conclusion, que l'Algérie est un petit peu un élément de déstabilisation sur le continent africain. Premièrement, parce qu'il dépense énormément d'argent, beaucoup plus que les États africains, que beaucoup d'États africains pour son budget de la défense. Je rappelle que le budget de la défense algérien est le premier budget de la défense du continent africain, avec 12 milliards de dollars par an, et que le fait que 35 000 hommes aient été massés à la frontière du sud-ouest de l'Algérie est évidemment un élément dont il faut tenir compte, alors même que les résolutions onusiennes, prenons le cas de la dernière résolution onusienne, la résolution que je pense vous avez évoquée, la résolution 2548 datant d'octobre dernier, précise que la solution du règlement du conflit passe évidemment par une clarification, mais nécessairement un dialogue politique qui implique bien évidemment les pays du voisinage, encore une fois, dans l'optique et sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie qui a été proposée par le Maroc en 2007. Voilà quelques propos liminaires, mon cher Paul. Merci beaucoup, cher ami Emmanuel. Je rappelle que Emmanuel est président de l'Institut
Prospective et sécurité en Europe. Oui, C'est marqué sur le carton, théoriquement. et sécurité en Europe, et que l'Institut est co-organisateur de cet événement. Bien. Il vient bien sûr, comme d'habitude, de traiter sous angle géopolitique et sécuritaire magistralement la question du Sahara, qui ne concerne pas l'espace du Sahara tout court, mais qui est élargi dans l'espace euro-méditerranéen, mais aussi dans le Grand Sahara avec les attentats commis par les fidèles ou les affiliés du Polisario. Donc, il a noté effectivement cet registre, les urgences de la théâtralisation même du terrorisme, que ce soit en Espagne, que ce soit à l'intérieur du Maroc, mais aussi dans le Grand Sahara, qui fait le bazar partout, contre à la fois les intérêts du Maroc, mais les intérêts aussi de ses partenaires, que ce soit occidentaux ou africains. Donc, cette organisation se convertit dans le terrorisme, accompagnée du grand banditisme qui ne peut pas être toléré par qui que ce soit. Bien, nous sommes au terme des exposés, donc il y a un tas de questions. Je pense que Maître Sayan m'avait dit qu'il souhaitera poser une question à Dupuis. Si c'est toujours d'actualité, Maître Sayan, vous avez la parole. Oui, mon cher Emmanuel Dupuis, j'avais en effet. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Oui, on vous attend, oui. Quand nous avons préparé cette émission, j'avais en effet dit à Monsieur le Président que ça me serait très agréable de pouvoir échanger avec vous. Mais je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit précédemment. Vous êtes arrivé et non. Non, hélas non. Hélas non. Alors je suis voilà. désolé. Je suis désolé. Eh bien voilà. Si vous pouvez me faire un petit digest, comme ça je pourrais vous répondre. Non, mais je vais Très vite. Sur le sujet sur lequel vous avez conclu. Vous avez évoqué l'Algérie, sa puissance militaire, vous avez évoqué la Constitution, vous avez évoqué la réalité du pouvoir. Bon, très bien. Moi, j'ai simplement dit que j'ai eu cette information d'il y a quelques jours qui m'a été confirmée durant le déjeuner. Vous avez déjeuné avec Abdallah, l'ancien ministre de Mauritanie. Au passage, une incidente. Je dois dire qu'il était présent à Bordeaux en 2015 quand nous avons lancé la première manifestation sur le Sahara marocain, le séminaire sur les provinces du Sud. Il était venu en personne, il est resté 3 jours, la durée du séminaire. C'est un monsieur tout à fait exceptionnel et qui avait reconnu à l'époque, évidemment, en 2015, c'était un début déjà, mais il avait reconnu que la question de la souveraineté marocaine devait être posée autrement que sur le plan du droit onusien, comme je dis toujours. Alors, ceci, c'est… Est-ce que je vous vois toujours? Oui, c'est ça. Alors, ceci, c'est pour dire un peu, revenir sur l'Algérie. J'ai évoqué à midi un contrat exceptionnel par l'Algérie, un contrat d'armes à la Chine. Et il s'agit essentiellement d'avions militaires et de missiles, sachant que les avions militaires sont associés d'un certain nombre d'armes. On peut penser que certaines armes laser pourraient y être associées, mais je n'ai pas l'information sur ce plan. Donc, missile est très important, ainsi qu'un autre pays que je n'ai pas cité. Pourquoi je ne l'ai pas cité? C'est un pays africain, parce que sa position vis-à-vis du Maroc n'est pas suffisamment hostile pour que je puisse en faire un ennemi. Voilà. Mais c'est un très grand pays africain, très riche, qui a également fait un achat massif d'armes de ce type. Alors, je voulais vous poser, ma question est simple. Avez-vous connaissance de ces contrats?
Est-ce que ces contrats changent la donne? Moi, je le crois. Voilà. Est-ce que ces perspectives militaires sur lesquelles vous êtes venu, également, c'est la question que je me suis posée en m'interrogeant tout à l'heure, pourrait expliquer la décision des États-Unis d'avancer les dates en reconnaissant la souveraineté en installant un consulat à Laayoune. Voilà. J'ai ajouté aussi que la semaine dernière, j'ai fait un appel solennel au président de la République française pour qu'il installe enfin un consulat à Laayoune. Et d'ailleurs, je ne voulais pas envoyer, je comptais en parler aujourd'hui avec vous et vous l'adresser en sachant que, bien sûr, enfin, je peux penser que vous signerez cet appel. Voilà, mon cher ami, je me réjouis donc de pouvoir vous poser ces questions et éventuellement de vous répondre après vous avoir entendu. Merci Hubert, merci Maître. Oui, je signerai avec grand plaisir cet appel que je n'ai pas vu. Il y a eu beaucoup d'appels et il y a eu beaucoup de mobilisations de parlementaires et de responsables politiques français. Je crois qu'il faut le rappeler. La position diplomatique française est un peu figée, mais néanmoins, il y a une grande vivacité. On peut en citer quelques-uns si vous ne l'avez pas fait. Hervé Marseille, le président du groupe centriste au Sénat, Paul Kern, Christian Kern, le député Bruno Fuchs, le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, c'est important, Medjid Guerab. Donc, la liste pourrait être une liste à la Prévert. Absolument. C'est important que cette mobilisation parlementaire soit une réalité de part et d'autre, marcheurs, centristes, républicains, socialistes, tout le monde partage ce point de vue. Et pour prolonger votre réflexion, cher Hubert, bien sûr, Ahmedou Ould Abdallah, qui est sahraoui, il faut s'en souvenir, sahraoui du nord-ouest, de l'est mauritanien, est très impliqué sur cette question. Vous avez raison de rappeler cette réunion qui s'est tenue à Bordeaux en 2015, avec là aussi peut-être un élément complémentaire à vos propos, la nécessité effectivement de tenir compte du fait que dans une zone vide en termes de population, relativement vide par rapport aux populations du sud-est et du sud-ouest du golfe de Guinée, fait que c'est sans doute là qu'il y a une attractivité économique sur laquelle les entreprises françaises et internationales doivent s'appuyer. Je crois que c'est la raison pour laquelle 25 consulats ont été ouverts de part et d'autre entre Dakhla et Laayoune. C'est une question diplomatique, mais c'est une question aussi d'opportunité économique. L'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc est un puissant levier aussi permettant de s'investir dans ce domaine. Une bonne partie, rappelons-nous que les richesses halieutiques le long des 3416 km du Maroc est un élément tout à fait important. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il faut que la France, symboliquement, à défaut d'un consulat, fasse comme les Américains, c'est-à-dire un bureau ils ont décidé, tel que la décision du 10 décembre le précise, d'ouvrir un bureau, un consulat, mais ce qui est important, c'est aussi les deux accords économiques qui font que à Dakhla va être projetée l'initiative africaine Prosper Africa et bien évidemment être mise en place toute une série de coopérations, comme je disais, sub-régionales vers la Mauritanie, vers le Mali et vers le sud de la CEDEAO. Donc la France, rien que pour ça, doit être présente. Sinon, encore une fois, nous sommes contingente du fait qu'il faut aussi avoir cela à l'esprit. La France n'est plus le premier partenaire économique du Maroc, c'est l'Espagne. Nous sommes, je regarde mes chiffres pour vous donner les chiffres les plus précis, nous sommes, je crois, à 2 milliards d'euros derrière en termes de balance commerciale. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a une lutte, une concurrence économique et que cette concurrence économique doit se développer dans les zones les plus dynamiques. Pour répondre à votre question sur la question de l'armement, oui, je confirme que la Chine, tout comme la Russie, regarde avec beaucoup d'intérêt l'immensité du marché algérien. Pourquoi l'immensité du marché algérien? C'est que tout simplement l'Algérie est riche, elle demeure riche par ce qu'elle extrait de son sous-sol. Évidemment, avec l'effet Covid et le jeu de yo-yo du prix des hydrocarbures, l'Algérie a perdu beaucoup d'argent. Voilà. On dit qu'elle aurait perdu
entre 10 et 20 milliards de dollars pendant la crise de la Covid. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est vérifiable, c'est que la balance commerciale a été réduite de 32% à cause de cela. Donc, la question de l'armement est une question importante, mais c'est une question qui va à l'encontre de l'intérêt des Algériens. Parce que quand vous achetez de l'armement, vous ne répondez pas aux doléances politiques et sociales, en l'occurrence ceux qui, depuis février 2019, réunissent des millions d'Algériens dans la rue en mettant en avant la fin d'un système, la fin de la corruption, la fin de la gabegie et l'investissement dans le pays réel, donc dans l'économie réelle et non pas dans l'économie de certains. N'oublions pas aussi, et maintenant que vous m'en parlez, cher maître, je l'oublie, il y a une dimension économique aussi à l'implication des généraux algériens dans la région, car les généraux algériens ont besoin de se trouver des marchés. Si le marché algérien est bloqué ou figé parce qu'il y a une forme de distanciation sociale ou sociétale entre la jeunesse et les moudjahidines qui sont généraux entre 70 et 80 ans, ne pas oublier que les généraux algériens utilisent leur capacité de production du caractère un peu exclusif sur un certain nombre de produits, la semoule, le lait en poudre, les voitures, l'essence, et que bien évidemment, c'est dans la zone de sud algérien, donc nord marocain et sud marocain et nord malien et nord-est de la Mauritanie qu'ils essayent d'écouler un certain nombre de ces biens de consommation. C'est ce qui explique aussi les concomitances ou les cousinages entre groupes armés terroristes. Je confirme qu'il y a en tout cas une velléité de la part des Algériens de se doter en matériel, en l'occurrence pas forcément que du côté de la Chine et de la Russie, mais notez quand même, et ça c'est un élément important, c'est que la Chine a multiplié par 55 ses capacités d'exportation de matériel militaire sur le continent africain, et que comme toujours, les principaux clients sont l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Égypte. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point complémentaire, cher Hubert, vous avez raison, il y a aussi une petite guéguerre pricocoline qui se joue au niveau de l'OTAN. L'Algérie a toujours essayé d'être un très bon élève dans la coopération avec l'OTAN, à travers ce qu'on appelle le dialogue méditerranéen qui avait été lancé en 2004. Les Algériens sont furieux du fait que c'est le Maroc qui soit qualifié de allié majeur hors OTAN et que depuis 2016, ils sont qualifiés de partenaires stratégiques de l'OTAN. Il y a aussi une volonté de la part de l'état-major algérien de amener les Américains à considérer qu'ils sont aussi stratégiques que les Marocains, avec un paradoxe absolu, c'est que les Algériens sont quand même dans une logique de moudjahidine, donc de guerre de libération nationale, et le fait d'avoir une coopération avec des troupes extérieures est un peu, comment dire, non consubstantiel à ce qui a fait le principe même de ce que nous appelons la guerre d'Algérie et ce qu'eux appellent la guerre de libération nationale. Donc il y a cet élément qui doit être en ligne de mire, et je ne vous cache pas qu'il y a au Parlement européen et au Congrès américain et à Bruxelles vis-à-vis de l'OTAN une pression assez forte dans ce Alors, je partage, je dirais une fois de plus, tout à fait l'ensemble de vos observations qui complètent parfaitement les miennes. Et on voit bien que ce complément il est lié à nos origines distinctes, nos formations, nos activités. Mais c'est ce qui permet, dans ce genre d'échange, d'avoir la valeur ajoutée. Sous forme de boutade, la semaine dernière, l'Algérie était dans la rue, il n'y avait pas que les Kabyles, mais il y avait les Algériens, en général, il n'y avait pas d'huile. Et c'est la même semaine que j'ai appris qu'il y avait cet énorme contrat d'armement, voilà, avec la Chine. La personne avec qui je déjeunais est un spécialiste de l'aéronautique et de l'armement, et donc je peux penser que les diplomates marocains sont parfaitement au courant de ce contrat. J'ajouterais que j'avais terminé mon exposé aussi en appelant à une contre-offensive marocaine, mais qui ne serait pas d'ordre militaire seulement, évidemment, bien sûr, il faut se préparer, mais qui serait d'ordre économique et industriel. Le Sahara, pour ceux qui le connaissent, c'est un espace fantastique. J'ai évoqué Syntex, il y a de l'espace. On évoquait l'aéronautique, c'est cela aussi. J'ajoute que, sans être fin politique comme Emmanuel Dupuis,
le Sénégal pose quelques difficultés aujourd'hui dans son fonctionnement d'État. Or, les Français, ils sont présents sur le plan industriel et notamment sur le plan de l'armement. Nous y sommes. Nous avons un certain nombre de filiales de l'aéronautique civile. Et quand, chaque fois que je vais au Sahara, j'évoque cet espace. Il y a 2 ans, j'avais évoqué l'installation d'un institut de la maintenance aéronautique, parce qu'il faut de l'espace aussi pour faire cela. Alors, un institut maintenance aéronautique, ça veut dire fixer de la compétence, fixer de l'industrie, c'est beaucoup de choses. Mais nous avons tout ça. Le Sahara marocain, il ne faut pas simplement le voir sous l'angle des tomates et sous l'angle de la pêche, même si j'accorde le plus grand intérêt au développement par la pêche. Et d'ailleurs, le fameux accord de pêche, je l'ai évoqué tout à l'heure, puisqu'il a fait l'objet d'un contentieux devant Luxembourg par le fameux Polisario. Vous voyez, je l'ai donc évoqué. Et vous avez peut-être lu d'ailleurs l'article que j'ai produit, qui est sorti sur les grands médias sur ce sujet, le commentaire de la position d'un fond. Donc, moi, je crois beaucoup à une contre-offensive militaire et industrielle, militaire, économique et industrielle, plutôt que militaire. Voilà. Nous avons les éléments. Il y a, d'une part, le fait. Et là, vous avez évoqué le Maghreb. Je ne sais qui a écrit dans Le Point il y a 15 jours, j'ai oublié son nom, je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus sur la bouche, mais vous allez peut-être le retrouver, un article qui appelait justement à l'unité du Maghreb en disant on ne sait pas trop pourquoi il y a ces disputes entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais non, je crois que c'est un faux problème. Le Maroc est le Maroc. Le Maroc est nord-sud, je l'ai dit 10 fois, essentiellement nord-sud, il n'est pas est-ouest. Il est secondairement est-ouest. Et il est nord-sud, je crois qu'on avait déjà débattu là-dessus, il est nord-sud, c'est-à-dire que je pars de la Suède jusqu'au sud, bien sûr, du golfe de Guinée. Je le vois comme ça, avec ses racines. Et je pense que le fait qu'il y ait aujourd'hui cette opposition de l'Algérie est un problème historique. Vous avez évoqué l'UMA. Oui, bon, moi, je ne vous cache pas que j'ai entendu souvent mes amis marocains me dire on a signé pour avoir la paix, mais on n'y a jamais cru. On n'y a jamais cru. Voilà ce que j'ai entendu aussi. Alors qu'en revanche, le regard vers le nord et le regard vers le sud, c'est le regard historique du Maroc. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ma position. Voilà. Non, je la partage, bien sûr, hein, quand j'évoquais le non-Maghreb, ou l'incapacité à concrètement donner une réalité en termes de libre-échange, puisque c'est comme ça que l'Union du Maghreb arabe, l'Union du Maghreb arabe s'est créée en février de 89. Je rappelle les 3 principes qui étaient sous-jacents de cela: liberté de circulation des personnes et des capitaux, coopération économique, établissement d'une union économique basée sur la convention, en l'occurrence qui avait été signée à Agadir, convention mettant en avant, et là je réponds tout de suite à votre question, à une coopération arabo-méditerranéenne. Donc il s'agissait déjà en 89, avant le partenariat Euromed, 1995, de réfléchir à cela. Donc le nœud gordien fait qu'on ne peut pas construire la Méditerranée tant qu'on n'a pas réglé ce problème de voisinage. Bon, ça c'est le premier point. Après, le point que vous évoquez, je crois, est déterminant sur la manière de penser la région en essayant d'avoir à l'esprit que, comme je le disais tout à l'heure dans mon propos initial, que l'ensemble des économies moins fortes de la zone économique, que ce soit l'UMOA, les 8 pays de l'UMOA ou les 15 pays de la CEDEAO, ont besoin d'avoir une sorte de parrainage, avoir des économies qui les portent. Alors, il y a bien sûr le Nigeria, mais il se trouve que le Nigeria n'est pas francophone. Nous n'avons aucun intérêt
à nous appuyer sur la mastodonte économie du Nigeria, les 571 milliards de dollars, car ils n'ont aucune volonté, velléité de sauver la francophonie ou la dimension continentale ou européenne de l'ancrage de cette verticalité. Donc, nous devons évidemment nous appuyer sur des pays qui sont des alternatives. Et ces pays qui sont des alternatives, c'est d'un côté les 125 milliards d'euros de PIB marocain, peu ou prou, et les 170 milliards, peu ou prou, du PIB algérien. Si on n'a pas réglé ce problème, le non-Maghreb aboutira à la non-Afrique de l'Ouest, si j'ose dire, et d'une certaine façon permettra à ce que des groupes armés terroristes, des narcotrafiquants, souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des États n'existaient, un certain nombre d'États n'existaient pas. Ouais. La Guinée-Bissau était considérée comme un État failli. La France a fait sa plus grosse saisie de cocaïne depuis 25 ans au large de la Côte d'Ivoire. 6 millions de tonnes de cocaïne, c'était il y a 2 semaines. Cette cocaïne, elle va d'un endroit à un autre. Et bien évidemment, c'est par le Sahara que tout cela transite. Donc si nous ne faisons rien contre la porosité ou l'imperméabilité des fragilités, l'ensemble des pays qui sont traversés par ces fragilités, eh ben, en subiront les conséquences. Le terrorisme, la migration, la famine. La famine a fait son grand retour dans cette région du monde, avec évidemment des phénomènes climatiques qui fait que le désert descendant oblige à avoir une réponse. La Grande Muraille Verte en est une très fragile. La captation des eaux souterraines en est une autre beaucoup plus lointaine, mais c'est une perspective. Bref, pour répondre et compléter votre propos, je ne vois que des intérêts à ce que nous développions notre emprise dans la région. Et je vois d'autant plus un intérêt pour que l'on construise cette Euro-Afrique qui finalement ne concerne finalement que l'Europe occidentale et l'Afrique occidentale. Quand on parle de l'Euro-Afrique, vous avez raison de le dire, de la Suède, ajoutons la Norvège, même si la Norvège n'est pas membre de l'Union européenne, jusque, évidemment, le fond du golfe de Guinée. Mais quand on regarde les choses, et d'une certaine façon, je vais peut-être créer une petite polémique, on a toujours tendance à considérer que la France intervient pour sauver des intérêts économiques. Souvenons-nous qu'on nous accuse de protéger nos investissements dans l'uranium au Niger. Il est vrai que 90% de l'uranium qui sort du Niger profite à l'industrie nucléaire française. Mais force est de constater que ce soit au Sahara marocain, que ce soit en Mauritanie ou même au Sénégal et dans la partie nord du Mali, que les entreprises françaises ne sont pas du tout dans la foulée de notre investissement militaire. Je résume, nous payons le prix du sang. 57 militaires français sont morts pour assurer la sécurité de cette zone, alors qu'aucune entreprise française n'exploite, vous l'avez rappelé, je crois, les mines. Qui sont les grands bénéficiaires de la stabilisation ou qui sont les grands qui seraient les grands perdants de l'instabilité dans la zone du Sahara, dans son acception la plus large? Tous ceux qui sont à Laayoune et à Dakhla, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, qui ont parfaitement compris qu'il fallait de la sécurité pour asseoir des investissements. Les Américains l'ont compris aussi. Nous, Français, nous pensons que nous n'avons pas besoin de développer de chercher de nouveaux marchés. Alors, à ce moment-là, il faut aussi avoir à l'esprit que le sentiment de défiance à l'égard des Français grandira. 68% des Sénégalais ont une mauvaise image de la France. Les 18-24 ans, 60% des Maliens ont également cette mauvaise image. Et le dernier sondage du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, est absolument dramatique. Nous sommes plus que la 11e puissance auquel font confiance les investisseurs africains dans l'espace francophone. Si on continue comme ça, on sera de toute façon totalement marginalisé. On est déjà derrière la Belgique. Alors, c'est vrai que quand on écoute cela, ça fait mal un peu au cœur, évidemment. Et ça fait mal au cœur de beaucoup de nos amis marocains. Parce que mon rapport au Maroc est un rapport ancien. Je me souviens qu'à l'OCP, il y a plus de 20 ans, j'animais, du temps du président était mon ami Berada, j'animais un séminaire sérieux, assez approfondi. Et j'avais notamment dit, mais vous n'êtes pas obligé de
de copier les modèles français. Je parle des modèles administratifs, vous voyez, très compliqués, bureaucratiques et tout ça. Et là, je vois un des dirigeants les plus élevés se lever et me dire « Ah, monsieur Seillan, vous ne pouvez pas dire ça, pas un mot de mal de nos amis français. » Vous voyez, bon, c'est ça le Maroc aussi. C'est ça le Maroc aussi. Et je le vois bien. Aujourd'hui, je suis édité au Maroc. J'ai des liens grâce à la fondation avec des personnalités qui touchent la couronne. Ils me disent tous cela. La France. Et ça me fait penser que, eh bien, la France, elle n'a pas la reconnaissance économique. Elle n'a pas cette vision. Elle pense que les Marocains sont un peu des Français, parce que culturellement, parce que tout cela, voilà. Et les Marocains souhaiteraient justement que le rapport économique soit inversé, soit pas celui, parce que l'Espagne, soyons sérieux, moi quand j'évoque la France, je peux évoquer l'IOT avec la reconnaissance de la plupart de mes amis marocains qui partagent cet avis, car le Maroc n'a jamais été colonisé, je peux le dire encore une fois. Le protectorat n'était pas une colonie. Il y a eu quelques maladresses après les années 50, mais ce n'était pas ça le modèle. Le modèle de la France au Maroc, ce n'était pas un modèle colonial, alors qu'en Algérie, c'est un modèle essentiellement colonial, ultra-colonial. Voilà. Et donc, quand je suis avec mes amis marocains et que j'évoque cela, j'ai la possibilité avec l'IOT d'avoir le lien qui permet de dire, eh bien, nos rapports sont d'une nature différente. Puis je viens de recevoir d'Abdelkrim Benani, que tout le monde connaît, l'ancien conseiller de Sa Majesté Hassan II et aujourd'hui directeur de la Couronne. Il m'a envoyé la semaine dernière un article. Je ne l'avais pas parmi mes sources. C'est un discours de Lyautey en 1916 à Lyon pendant la guerre de 14. Il avait accepté d'être ministre de la guerre. Il aurait mieux fait de faire autre chose. Il s'est trompé, l'a-t-il dit. Il va à Lyon, il parle devant la chambre de commerce. Et là, il a une question. On lui dit, pouvez-vous nous parler justement de nos colonies, monsieur le ministre? Et alors, il répond, de quelles voulez-vous parler? Bien du Maroc, que vous connaissez très bien. Ah ouais, mais il leur a dit, et c'est tout son discours, ce n'est pas une colonie. Et tout le discours de Lyautey là. Et c'est un Marocain qui m'a communiqué ce texte. Voyez-vous, c'est ça aussi le Maroc. Et je voudrais que le président de la République ait conscience que la relation France-Maroc doit être particulière. Voilà, particulière. Elle n'est pas de même nature, je dirais, que celle que nous avons avec le grand voisin dont nous parlons et qui nous fait tant de difficultés aujourd'hui, comme l'a dit fort bien M. Gahen tout à l'heure. Voilà ce que je crois que doit être la relation. Parce que cette relation nord-sud, cher Emmanuel, de Suède et Norvège, bien sûr, jusqu'au sud du Golfe de Guinée, si la France n'est pas là, elle ne peut pas fonctionner. Et deuxièmement, si le Sahara n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Oui, je partage tout à fait. Un petit mot rapidement, Paul, si tu me permets. Oui. Une minute. 30 secondes. Je suis tout à fait d'accord. Mais comme vous savez, en amour, il y a les gestes et il y a des déclarations, il y a les gestes. J'entends bien que le président Emmanuel Macron doit déjà faire le premier pas, c'est-à-dire le geste. Mais après, il y a la réalité. La réalité, c'est quand même, comme le roi d'Espagne l'a dit, la volonté de l'Espagne de focaliser son attention sur le Maroc. Et de ce point de vue-là, force est de constater que ça réussit plutôt bien. Comme je disais,
c'est le premier partenaire économique avec maintenant 12 milliards d'euros, mais il a annoncé d'ici 5 ans 24 milliards d'euros. Donc là aussi, il y a une concurrence et je pense qu'elle est saine. Donc je suis d'accord avec vous, il faut que la France suive et ne se laisse pas décrocher. Parce que si elle se laisse décrocher, le sentiment anti-français risque de gagner aussi au Maroc. Ça, c'est le premier point. Par exemple, moi, je me réjouis que la ministre des Affaires étrangères espagnole, Arantxa González, ait dit que ça ne sert à rien de faire du développement un petit peu partout dans le monde. Il faut faire du développement là où il est le plus utile, c'est-à-dire dans le sud, pour essayer de construire un co-développement par la proximité géographique et la dimension historique. Après tout, nous devrions aussi s'appuyer, la dimension géographique est un petit peu plus éloignée, mais la dimension historique remplace cela. J'aimerais effectivement qu'il y ait ce partenariat d'exception sur l'ensemble des 14 pays à qui nous avons donné l'indépendance entre 1900, enfin des 14, des 17, si on englobe évidemment les trois, la colonie française, le département français de l'Algérie entre 1849 et 1962, et puis bien évidemment, comme vous l'avez dit, les deux protectorats tunisiens et marocains. Mais que nous ayons cette exceptionnalité de notre relation, non seulement avec le Maroc, mais avec les 14 pays qui, cette année, fêteront 60 ans d'indépendance. Le président Macron l'a dit en novembre 2017 à Ouagadougou. Quelle est la réalité de ce qu'il a dit il y a 3 ans? Alors vous me direz, il y a de cela 31 ans, François Mitterrand avait dit la même chose à La Baule, à peu près en même moment, en novembre 90. Le résultat est mitigé. Mais il faut constamment dire que les partenaires européens ne sont pas tous au diapason sur leur intérêt dans la région, mais que nous devons faire en sorte que la position européenne soit une position unanime et qu'il y ait des chefs de gondole, pour m'exprimer en langage très macronien, des premiers de cordée. Et là-dessus, effectivement, je suis d'accord avec vous, la France est en train de perdre ce rôle dans beaucoup des pays où elle n'aurait jamais dû le perdre. On a évoqué le Sénégal. Vous imaginez 68% des jeunes veulent que les entreprises françaises qui accessoirement ont été attaquées, que ce soit Orange, que ce soit Auchan, que ce soit Total, c'est effectivement une situation assez dramatique et j'espère que nos décideurs en ont conscience. Merci. Bien. Merci pour ces éclairages très importants qui ont souligné une relation particulière entre la France et le Maroc qu'il faudra d'ailleurs le renouveler d'une manière dynamique avec des gestes forts. Il y a des questions posées dans l'onglet conversé. Je prie le docteur Gahen de répondre très rapidement. Docteur, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord remercier les intervenants, mon cher ami Hubert Saillant et Monsieur Emmanuel Dupuy pour leur contribution extrêmement riche et constructive. Je partage bien sûr vos propos, le co-développement et la sécurité commune sont inéluctables. Je veux aussi répondre brièvement à une question posée par McDonald. La question, il dit combien dépense l'Algérie pour armer le groupe séparatiste du Polisario puisque ce webinaire met en cause la responsabilité de l'Algérie dans le différent régional sur le Sahara marocain, ce que je peux dire, c'est que l'Algérie dépense tant de ressources, tant d'énergie et tant de compétences dans son action d'hostilité, je dis obsessionnelle contre le Maroc. Au lieu d'investir cet effort dans des actions plus que nécessaires de développement, tant interne que régional, pour favoriser l'intégration du Maghreb, d'œuvrer pour l'avenir de ces jeunes en Algérie et au Maghreb aussi. Mais en revanche, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'Algérie assume devant la communauté internationale la responsabilité absolue de la situation dramatique des populations du camp des Tunis, privées de leur liberté, exploitées comme un fonds de commerce
pour l'enrichissement personnel des dirigeants du Polisario. On constate malheureusement une obstination de la part de l'Algérie à faire perdurer ce différend artificiel qui fait rater des opportunités à l'intégration régionale dans l'absence équivaut à moins de 2 points de pourcentage du PIB régional. C'est ça ce que je peux dire en réponse à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Nous avons dépassé à peu près 8 minutes sur le temps imparti. Donc, je remercie les intervenants, je remercie les participants nombreux. Et donc, c'était 1h30 et nous l'avons dépassé de quelques minutes. Et merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Je peux pas rajouter un élément rapidement? Ok, vas-y. En complément de ce qu'a dit Hubert Seillant, c'est très important le fait que le processus de résolution soit un peu moins confié à l'Union africaine. Pourquoi? Parce que l'Union africaine était un petit peu piégeante comme situation. Souvenons-nous que depuis la création du Conseil paix et sécurité, ça a toujours été des ministres des Affaires étrangères algériens. C'est plus le cas depuis le sommet d'Addis Abeba, mais je crois que c'est très important qu'il y ait cette réappropriation onusienne et qu'il y ait une appropriation onusienne dans laquelle tout le monde puisse s'exprimer. C'est la raison, et j'en terminerai très rapidement, pour laquelle il faut impérativement, comme l'a rappelé Anthony Blinken, trouver un successeur à Horst Köhler. Horst Köhler a démissionné déjà depuis maintenant mai 2019. Il faut impérativement qu'il y ait une appropriation internationale pour faire en sorte que ce ne soit pas une opposition frontale entre deux États. Il faut internationaliser, mettre un petit peu plus de profondeur à cette question. Et je crois que c'est ça aussi l'application diplomatique qui doit être la nôtre. Merci.